Alors pour démarrer cette plénière, donc on va continuer un petit peu dans toutes les missions qu'on retrouve autour de la coordination. Et il y a des moments clés du parcours de la coordination. Et un de ces moments clés pour démarrer, c'est le temps de l'annonce. On va avoir une présentation à 2 voix avec Clémence Guillot qui est chef de projet en COPL et donc Vincent Simon qui est médecin généraliste à Angers ou à côté d'Angers. Donc je vous laisse... Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Clémence Guillot, chef de projet au réseau COPL et je serai accompagnée aujourd'hui de Dr Vincent Simon, qui est médecin généraliste du coup sur la région d'Angers, le territoire angevin. Et donc aujourd'hui on va vous présenter dans cette session dédiée à la coordination ville-hôpital l'aspect dispositif d'annonce. Dans un premier temps, un retour du médecin généraliste, donc Dr Vincent Simon, qui va vous présenter son retour d'expérience au quotidien. Et moi, je vais pouvoir vous présenter un peu plus spécifiquement des outils que nous avons développés cette année au sein du réseau pour faciliter la coordination ville-hôpital. Des fiches pratiques qui ont été d'ailleurs abordées ce matin, très brièvement. Voilà. Merci. Effectivement, court retour d'expérience, effectivement, suite à l'invitation que vous m'aviez proposée pour travailler sur ces fiches, sur la traduction des référentiels cas, sur les fiches sur le dispositif d'annonce, qui font en fin de compte une bonne transition par rapport aux échanges qu'on a pu avoir autour du patient ressources, et l'importance de travailler un petit peu en coordination entre les établissements et la ville que je représente effectivement. Je vais enfoncer des portes ouvertes, j'en suis désolé, mais absolument aucun propos présomptueux. Effectivement, toute proportion gardée par rapport à ce que va vivre le patient dans cette annonce que nous avons préparée, où il se prend un bus, où un tsunami va tomber dessus. Il va falloir effectivement se coordonner pour que les informations puissent passer. On l'a compris dans les fiches que vous avez présentées, Clémence, 10-20% de ce qui va être présenté, proposé au patient lors de cette annonce va être retenu par lui ou ses aidants présents. Donc il y a beaucoup effectivement d'informations. Cette préparation de l'annonce, c'est une situation effectivement de stress partagé. C'est rien, comme je viens de vous le dire, par rapport à ce que reçoit le patient. Si elle n'est pas préparée par le médecin, également, ça ne va pas bien se passer pour le médecin et pour le patient. Il y a beaucoup d'informations qui tombent. Il faut que ce soit sur un temps long, qui est le cheminement vers une pathologie que l'on arrive à identifier comme étant cancéreuse, ou sur un dépistage plus rapide, lié effectivement à une prise en charge d'un dépistage. C'est important que la coordination avec les spécialistes qui vont le prendre en charge se fasse bien, notamment avec les établissements de la région. On obtient, nous, rapidement des rendez-vous lorsque on doit préparer une pré-annonce. Ce n'est pas l'annonce au sens stricto-administratif de la sécurité sociale, mais quand même, on est souvent amené à ébaucher, à évoquer un diagnostic qui va être précisé ensuite sur le temps d'annonce tel qu'il est. Quels que soient les professionnels de santé qui tournent autour du patient, dans le diagnostic, dans l'investigation si elle est plus longue, il est important de toujours avoir le même discours, pour garder une confiance vis-à-vis du patient, et notamment qu'il garde également cette motivation à se prendre en charge ensuite dans le plan thérapeutique qui va être proposé. Nous, notre rôle, c'est effectivement de refaire le point, de reverbaliser, de voir ce qui est perçu, vécu, et ce qui a été compris, puisqu'effectivement, à chaque fois, on comprend, il n'y a que 10-20% de ce qui est présenté qui va être perçu, compris par le patient ou son entourage. Et puis derrière, effectivement, il faut préparer ce qui va être dit par le thérapeute qui va le prendre en charge, et ce qui a été dit également, souvent, de moins en moins grâce à tout ce qui a été mis en place jusqu'à maintenant, on n'est plus à corriger des propos qui ont été mal interprétés, où là, ça devient difficile dans le stress que ça induit auprès du patient. Donc ces fiches sont vraiment très importantes pour tout le monde, pour nous, thérapeutes, pour les autres thérapeutes, les autres professionnels de santé, puisque ça définit à chacun son périmètre d'intervention et que permettre à l'autre de savoir ce qu'il va faire pour que tout se coordonne le mieux autour de cette annonce. Désolé.
très très bien. Alors du coup, je vais vous présenter évidemment ces fiches autour du dispositif d'annonce que nous avons élaboré au sein du réseau Google. Mais avant, je souhaiterais faire un petit retour un petit peu en arrière sur ce dispositif d'annonce qui, on le sait, on le rappelle, est un point fort du parcours de soins du patient pour cancer qui a été formalisé lors du premier plan cancer, exactement en 2005, par la mesure 40. Et son objectif était de permettre aux patients de bénéficier des meilleures conditions d'information, d'écoute, de soutien et d'information au moment de l'annonce d'un cancer, notamment par la mise en place d'une organisation pluridisciplinaire et de différentes étapes rencontrant plusieurs types de professionnels. Et pour rappel, le dispositif d'annonce fait partie des conditions transversales de qualité auxquelles les établissements de santé autorisés au cancer doivent répondre. Et donc ce dispositif, il évolue. Il a notamment évolué en 2019 avec la publication du nouveau référentiel organisationnel de l'INCa. Et maintenant, nous sommes avec un dispositif comprenant 5 étapes successives. Donc, dans un premier temps, on va retrouver l'annonce de suspicion d'un cancer, qui a lieu très majoritairement en ville. Puis nous avons l'annonce de diagnostic et la proposition thérapeutique, qui peuvent être associées ou dissociées en fonction du moment où a lieu l'ARCP. Et nous avons le temps soignant paramédical, donc ça c'est 3 étapes en lieu en établissement de santé. Et nous avons la 5e étape, la consultation de synthèse qui a lieu en ville avec le médecin traitant. Donc, petite présentation d'outils régionaux créés par un COPL. Je vais vous présenter les fiches, mais juste avant, je voulais juste vous présenter rapidement, brièvement, une boîte à outils que nous avions construite en 2015, suite à un premier travail régional d'évaluation du dispositif d'annonce que nous avions réalisé. Et donc dans cette boîte à outils, vous allez retrouver différents matériels pédagogiques et méthodologiques qui, clés en main, qui permettent à des professionnels de mettre en place des sessions de sensibilisation autour de l'annonce, à mi-chemin entre de la formation théorique et de la formation par simulation, parce que dans ce travail, dans cette étude, on avait eu notamment des résultats de besoins de formation et d'information de la part de professionnels, surtout ceux qui gravitent un petit peu autour de l'annonce et qui sont peut-être pas confrontés par l'annonce officielle. Et donc nos fiches pratiques que nous avons élaborées cette année, enfin qui ont été publiées cette année. Donc d'où est venue cette idée de projet de fiches pratiques? Tout simplement par la publication, comme je vous l'ai présenté à l'instant, du nouveau référentiel de l'INCa, mais également suite à une journée de travail que nous avions organisée au sein du réseau en 2020 sur cette thématique et qui avait réuni plusieurs professionnels de la région qui étaient volontaires et ça nous a permis de faire un petit état des lieux du dispositif à ce moment-là et de mettre en avant des axes un petit peu prioritaires sur le dispositif d'annonce. Et voilà, et avec ce nouveau référentiel et même dans la pratique, on voyait que les étapes étaient encore un peu floues, qu'il y avait un besoin d'harmonisation des pratiques, en plus aussi d'améliorer la communication et d'apporter des moyens. Et voilà, nous avons décidé dans un premier temps de faire une synthèse, une déclinaison du référentiel. Du coup, nous sommes partis sur l'objectif de créer des fiches pratiques, donc vers une harmonisation des pratiques. Et ces fiches se veulent le plus résumé possible, le plus clair et le plus homogène dans leur organisation, permettant pour chacune des étapes de retrouver quel est son objectif, quand a-t-elle lieu, où a-t-elle lieu et quel professionnel est concerné par cette étape. On va également retrouver différents éléments qui vont être à préparer avant la consultation d'annonce, donc en fonction de l'étape, et les informations qu'il va falloir transmettre aux patients, comme une petite checklist, mais également aux professionnels qui vont suivre l'étape d'après. On a décidé également dans ces fiches de mettre à disposition des professionnels des outils concrets et ressources par le lien d'un peu de lien hypertexte, notamment d'outils qu'on COPL a construits pour les aider dans leur pratique si besoin. Alors assez brièvement, comment a-t-elle été construite? Évidemment, il y a eu tout un temps de lecture, de synthèse et de mise en forme qui a dû se réaliser. Donc, je tiens à préciser que ce travail a d'ailleurs été réalisé en partenariat avec le réseau Onco-Occitanie. Et ensuite, tout un temps, comme tout travail, tout projet qu'on mène au sein du réseau, on a fait des allers-retours et des relectures auprès de professionnels de la région, donc avec plusieurs profils, qui nous ont permis ensuite de pouvoir les valider et de les publier et les diffuser cette année en début d'année. Pour vous les présenter, alors avant de proposer ces 5 fiches étapes, on a décidé de proposer des fiches un petit peu introductives. Donc voilà la première.
où on va retrouver dans un premier temps le schéma du dispositif d'annonce. On l'a repris pratiquement tel quel que celui qui était présenté dans le référentiel INCA. Nous l'avons juste remis un petit peu en forme et mis des codes couleurs par rapport aux couleurs que nous avions identifiées pour chaque étape. Et donc on va retrouver, comme ce que je vous ai présenté, toutes les étapes à chaque fois présentes dans le schéma. Ensuite, tous les professionnels qui vont être concernés par cette étape. Et ensuite, les outils un petit peu clés de chaque étape de l'annonce. Et en deuxième fiche introductive, on a souhaité faire sur une seule page recto, de résumer un petit peu la partie préambule du référentiel INCA, où on va retrouver ce qu'on a nommé les éléments pour instaurer une relation patient-professionnel. Donc dans cette fiche, on va retrouver différentes choses, notamment le lieu de l'annonce, le moment de l'annonce, les participants, mais également des éléments de savoir-être, des points de vigilance et des éléments un petit peu à éviter, à aborder avec les patients. Et nous avons sélectionné quelques exemples de verbatim qui étaient présents dans le référentiel pour les proposer sur cette fiche. Donc voilà un petit peu à quoi ressemblent nos 5 fiches. Donc on l'espère le plus homogène possible dans leur organisation. Et je vais en profiter pour vous présenter la première, celle qui nous intéresse dans le cadre de cet échange lien ville-hôpital, enfin notamment le lien avec le médecin traitant, c'est le temps d'annonce de suspicion d'un cancer. Donc comme vous voyez, on va retrouver en haut à gauche notre objectif, ensuite le lieu, où et quand, et surtout qui est concerné. Et cette étape est un peu particulière par rapport aux autres parce qu'on va avoir ce temps un petit peu d'aller-retour entre plusieurs professionnels, notamment ce qu'on a nommé le prescripteur de l'examen, qui peut être le médecin traitant ou un spécialiste d'organes, qui peut avoir lieu en ville, qui lui va proposer au patient d'aller faire un examen diagnostique. Et on va avoir aussi le professionnel réalisant l'examen, qui peut être un spécialiste en imagerie, un biologiste ou etc., qui va aussi rencontrer le patient en fonction de la spécialité, et souvent un retour vers le prescripteur, qui a reçu les résultats et qui va devoir préparer, comme le professionnel réalisant l'examen, le patient vers l'annonce. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut retrouver dans ce type de fiche. Et juste pour terminer sur cette fiche-là, vous allez remarquer qu'il y a des petits éléments en rose que nous avons mis en gras. Ce sont tous les outils de liaison qui vont relier les professionnels entre eux. Qu'est-ce que je dois transmettre comme information et sous quel format au professionnel qui va prendre la suite du dossier. Un courrier, des lettres de liaison, le PPS. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire, de rendre plus cohérent entre chaque fiche. Et juste pour vous montrer rapidement, pour celle du temps d'accompagnement soignant paramédical, on va retrouver des liens hypertextes, comme je vous le disais. Donc ça va relier vers des outils d'aide à la pratique. Si je prends l'exemple de l'évaluation des besoins en soins de support, on a mis par exemple la grille des soins de support que nous avons construite en COPL. Si l'IDEC n'a pas forcément de grille directement ou le fait de façon papier, en tout cas la construit elle-même, on peut mettre en lien nos grilles qu'on a créées. Et pour terminer, alors pour conclure un peu, on a rajouté le tableau des interventions préconisées que proposait l'INCA, parce qu'on trouvait qu'il était tout à fait cohérent selon les vulnérabilités des patients. Et on a décidé de rajouter une fiche un petit peu verbatim, retour un peu d'extrait de témoignage des différents professionnels, des différents acteurs qui ont relu nos fiches, notamment des professionnels, mais également le point de vue patient, qui vont venir enrichir, selon nous, ces fiches-là. Et comme le disait Dr Simon, ça va être aussi, voilà, quel est notre rôle, voilà, comment nous, il faut qu'on communique, comment aller vers l'harmonisation des pratiques et de se tenir au courant et avoir le même discours. Du côté patient aussi, tous ces mots, le mot cancer qui peut avoir un impact, qui a cet impact et qui va faire que, voilà, c'est comme un pavé dans la mare, je lis des exemples et c'est aussi ces métaphores que les patients donnent pour exprimer leur ressenti au moment de l'annonce. Alors ces fiches, où est-ce qu'on va les... Pour qui déjà? Alors, vraiment très important pour tout professionnel de ville et d'établissement de santé. Elles ne sont pas destinées aux patients. Et on peut les retrouver vraiment sur le site d'Oncopel. Elles sont gratuites et disponibles et téléchargeables. Donc je vous ai mis l'URL de la page. Pour ceux qui ne sont peut-être pas encore passés par le stand d'Oncopel, vous avez peut-être dû voir des affiches où il y a un petit QR code sur ces fiches pratiques. N'hésitez pas à cliquer dessus, vous arriverez directement sur cette page-là. Et vous pouvez les télécharger de manière globale, sur un seul et même fichier, ou de façon individuelle. Donc en résumé, le dispositif d'annonce,
on l'a compris et on le voit dans les retours d'expérience, repose sur une bonne coordination entre les différents professionnels. Et donc ces fiches ont vraiment pour but, d'une part, d'apporter une vision globale et synthétique du dispositif d'annonce à travers toutes ces étapes. Que ce soit pour les professionnels concernés par l'annonce, directement par ces étapes, mais également pour tout professionnel qui va graviter autour de cette annonce, pour savoir qu'est-ce qui est transmis à chaque étape et quelles sont les informations transmises à ce moment-là. Également, du coup, par ce biais et par les outils qu'on développe, de favoriser la coordination entre les professionnels et d'avoir le même discours. Et pour finir, pour chaque professionnel concerné, de leur proposer une checklist de leur consultation et de proposer le plus possible des outils d'aide à la pratique pour améliorer, si besoin, leurs besoins au quotidien. Voilà. Il y avait une petite conclusion. Bon, c'est comme vous voulez. Hein. Mais bon, il y a quand même un... Vous êtes trop aimable, vous aviez pensé à ce que je peux faire une petite conclusion. Je reprends tout à fait le travail que vous avez fait, notamment sur l'harmonisation des pratiques, parce qu'effectivement, ça c'est très important pour le discours et la confiance qu'on va donner aux patients. Si on a des informations pas contraires, mais comme le dit très bien vos fiches, il faut faire attention à ce qu'on dit, le vécu, ce qu'on peut penser, tout ce qu'on a pu entendre. Quand on est patient, ça peut interférer sur la confiance et la mobilisation du patient dans sa prise en charge. Donc la connaissance de chacun dans son rôle, comme je disais tout à l'heure, autour du patient, on amène une seule voix et ça c'est très, très porteur. Je pense que ça revient à chaque fois, les patients ressources le disent. Et nous-mêmes, on l'expérimente à chaque fois au quotidien. Quand on reprend, comme vous l'avez montré, en consultation de synthèse, une fois que l'annonce a été faite et qu'on revoit les patients, en fin de consultation, le patient dit « Ah ben, je suis rassuré, je suis content que vous avez dit la même chose que ce que proposait mon thérapeute. Il y a une prise de confiance, comme quoi l'optimisme est là. » Voilà. Alors, pour cette session, on va avoir des temps de discussion après chaque morceau, parce que c'est différent. Donc, je vous propose quelques minutes de questions, donc des questions à Vincent ou à Clémence ou Ah, mais je voyais pas, excusez-moi. Je crois que c'est le médecin responsable du réseau Onco-Occitanie qui peut peut-être parler des... Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce travail. Je crois qu'il est Delta Charlie Delta. J'allais essayer. Je réessaye, mais il va peut-être pas tenir longtemps. Voilà. Ou alors c'est fait exprès. Moi, ce qui m'intéresse, au-delà de ces outils qui sont super, c'est comment on va arriver derrière à les utiliser. Et ma question, la partie qui m'intéresse vraiment, moi, c'est la consultation de synthèse en ville, que je trouve être, avec la partie initiale d'associer le médecin généraliste, évidemment, à la pré-annonce est fondamentale, mais je trouve que la partie d'aval est la plus importante, la plus intéressante. Elle ne me semble pas financée, mais peut-être que je me trompe, il y a peut-être une manière de le faire. Après, je crois que c'est pas des tonnes de patients chaque année, donc c'est pas forcément un enjeu. Mais moi, ma question, c'est sur cette partie de synthèse, comment on peut faire, nous les réseaux, parce que c'est ma casquette réseau qui m'intéresse, pour vous aider, vous, médecins généralistes, à pouvoir faire ce temps de synthèse, cette consultation de synthèse, qui me paraît fondamentale. Donc comment on peut vous aider à avoir les bonnes informations et à motiver les médecins généralistes à le faire, parce que je ne doute pas qu'il y en a qui ont déjà commencé, et je pense qu'il y en a d'autres qui se sentent peut-être pas encore de le faire aujourd'hui. Alors, vous avez plusieurs bonnes remarques et plusieurs bonnes questions. Effectivement, sur le temps d'annonce, on avance par bribes. De plus en plus, on reçoit le compte-rendu des RCP. Et ça, c'est vraiment très porteur. Et on les reçoit avant les courriers des spécialistes. Et donc, de là, comme dans une équipe, on a le plan de travail, si on peut dire. Et donc, on a le même discours. Et donc ça, c'est déjà ce que les réseaux nous ont apporté. Administrativement, tout ce temps d'annonce, d'échange avec nos patients, d'empathie, patients que nous connaissons depuis souvent des années en tant que vieux médecin effectivement installé, il y a ce temps effectivement cataclysmique, comme je l'ai dit, où il va falloir annoncer un cancer. C'est pas reconnu effectivement, c'est mal positionné. Donc comme vous l'avez montré dans les fiches, on se retrouve avec la consultation de synthèse qui n'est pas reconnue par la sécurité sociale. Donc les réseaux peuvent faire reconnaître un petit peu ce temps dédié, puisqu'il faut prendre son temps, il faut se mettre dans
des conditions et pouvoir entendre, écouter, comprendre ce qui a été compris et perçu. Et puis, surtout, grâce au RCP, avoir le même discours. Pour en revenir juste hier, avec mon inter, je suis maître de stage universitaire, avec mon inter, on en a eu un échange en consultation de synthèse sur un dépistage du cancer du sein. La patiente est arrivée et heureusement, son thérapeute m'avait donné l'histologie, c'est simplement sans courrier, et le parcours qui était prévu, l'IRM et tout ça. Et on discute, qu'est-ce qu'elle a compris, et puis on est très positif quand même par rapport à ce qu'elle avait. Et à la fin, elle me dit, c'est ce que je voulais prendre en introduction, ah bah ça me rassure, c'est ce que m'a dit mon thérapeute. On avait bon à chaque fois. Donc heureusement. Et bon. Mais ça c'est important de tous parler de même voix, sinon on a un temps fou à récupérer quelque chose de mal perçu, mal compris. Dans ce temps d'échange, elle avait mal perçu la radiothérapie. Donc combien de temps je vais devoir y aller, je vais devoir rester hospitalisé toute la semaine, combien de temps? Mais non, c'est juste quelques minutes, ça prend du temps, c'est tous les jours, mais vous allez rester sous la machine. Des choses basiques, mais ça n'est pas reconnu, rémunéré non plus. Donc bon. Et dernière chose, effectivement, par rapport à ça, à mon interne, je lui ai dit, bah, écoute, les fiches OncoPL, justement, que je vais présenter demain, elles sont là. Ah, ça m'intéresse, parce que je peux m'appuyer, et chacun peut s'appuyer dans son rôle de professionnel de santé en disant, ben voilà, ce que je peux m'autoriser à dire ou pas, et que ce que va faire les autres. Et ça, elle a énormément apprécié. Je lui ai dit, ben, tu tapes OncoPL annonce, et boum, sur un moteur de recherche, elle est tombée sur vos fiches qui sont bien répertoriées. Alors, Est-ce qu'il marche? Oui, ça. Alors, justement, par rapport à ça, il y a la fiche RCP, mais il y a peut-être le PPS aussi, peut-être que... voilà, il y a peut-être... Ça va venir. On les voit dans un deuxième temps quand on se déplace dans la prise en charge, souvent. Parce que théoriquement, quand on voit un patient, on envoie le PPS. Non, c'est bien. Ah non, mais ne foutez pas le... Habituellement, non. Je vais être positif. On reçoit des RCP, on n'en reçoit pas tant que ça. Et on apprécie quand on les reçoit, puisque, comme je vous ai dit, on parle tous de la même voix, et on a le cheminement. Voilà. Ensuite, on a d'autres outils qu'on va aborder tout à l'heure dans le suivi des patients qui nous aident énormément, effectivement. Les souhaits ensuite du réseau, c'est peut-être d'accéder au DCC également, pour aller chercher l'information, pouvoir amener une information sur le patient, qui ne sera pas technique pour vous, thérapeutique, mais vous dire attention par rapport aux aidants, fatigue des aidants, ou ce qu'ils ont compris, ou dans les choix thérapeutiques à venir. Ça, c'est effectivement dans le cadre du DCC, ça fait partie des évolutions. On en parlera demain matin dans la session sur le DCC, mais on voit que le DCC, il fonctionne pour les fiches RCP, on voit que certaines équipes ont passé le pas du PPS en DCC, et l'idée, c'est de voir des nouveaux modules sur l'annonce, sur la coordination de l'hôpital, mais c'est des choses qui doivent se construire, et encore une fois, comme on l'a dit ce matin, quand ça rend service. Et là, si on voit que c'est possible, évidemment, c'est des idées à garder. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à Clémence ou à Vincent Simon sur l'annonce? Ben merci. Alors Clémence, tu vas pouvoir descendre de l'estrade. Par contre, Vincent va rester. Alors maintenant, attention, on va rentrer en mode théâtre. Donc j'appelle sur scène les acteurs de la table ronde suivante. Donc Isabelle Minot, Catherine Géza, David Guillet et Alain Guimilot. Donc pour cette deuxième séance de l'après-midi, on va vous proposer un exercice de type je sais pas, spectacle, théâtre vivant. Spectacle, t'en fais peut-être un peu trop. Ne survends pas avant encore. Non, parce que je pensais que vous alliez vous lever, enfin faire un petit peu de... Non, bon, bref. Donc l'objectif de cette table ronde, c'est partir d'un cas clinique pour montrer l'importance de la coordination entre les professionnels de ville et les professionnels des établissements de santé à différents moments clés du parcours. Avant de démarrer, on va quand même vous présenter les acteurs, parce que... Donc, je propose que chacun dise son nom. Micro, je peux commencer. Voilà, par exemple. Là, tu vas montrer voilà. Donc Catherine Géza, je suis oncologue médicale, je travaille à Saint-Nazaire. Bonjour, moi je suis Isabelle Minot, je suis infirmière coordinatrice à Saint-Nazaire. Donc Alain Guillemino, je suis le président de l'URPS pharmacien des Pays de la Loire.
De nouveau, Vincent Simon, médecin généraliste depuis 25 ans et membre des URPS médecins Pays de la Loire. Bonjour, David Guillet, infirmier dans le sud Mayenne, en libéral depuis 2005 et président URPS Pays de la Loire. Très bien. Alors moi je vais faire juste le chef d'orchestre. Donc on va passer à la diapo suivante qu'on a déjà vue tout à l'heure. Ça c'est le parcours de soins idéal, peut-être qu'on l'a défini dans toutes les étapes avec tous les professionnels qui interviennent dans ce parcours. Et ce qu'on voudrait vous montrer cet après-midi, c'est alors j'aime pas trop dire la vraie vie parce que j'avais un chef de service qui me disait mais s'il y a une vraie vie, alors c'est qu'il y a une fausse mort, donc c'est pas. Donc j'essaie de pas dire la vraie vie, mais c'est quand même assez pratique. Donc, dans la réalité de terrain, on va prendre un cas d'un patient qui va avoir ce parcours, alors peut-être pas ce parcours idéal, mais un parcours concret, et on va chacun à votre tour prendre la parole pour que vous puissiez nous dire eh bien, ce que vous allez identifier comme difficulté ou comme possibilité. Alors, on a schématisé un petit peu ce schéma autour de 3 grands axes qui sont l'annonce, le traitement et l'après-cancer. Donc, ces 3 moments clés un petit peu de ce parcours. Et pour les illustrer, donc les acteurs se sont présentés, on va partir d'un cas que je laisse Catherine, qui est l'oncologue, qui va recevoir Monsieur M. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc l'idée c'était de partir d'un cas théorique mais qu'on voit au quotidien dans notre parcours et pouvoir faire intervenir les différents acteurs du parcours puis qu'ils puissent vous expliquer comment ils travaillent, ce qu'ils font, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, ce que ça nous a apporté, comment on a évolué et ce qu'on a identifié comme idée pour passer ces difficultés, et notamment avec l'aide de l'OPN, et puis discuter d'avenir et de tous les projets qu'on pourra mettre en place parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc voilà, Monsieur M, il se présente à la consultation avec un oncologue. Donc je passe volontairement le temps d'annonce qui nous a été brillamment détaillé précédemment. Il a été adressé par un pneumologue. Le patient arrive, il connaît son diagnostic, un carcinome pulmonaire, le diagnostic récent. C'est un patient âgé, célibataire, il vit seul, peu d'aidants au domicile. Voilà, j'ai fait vraiment le cas où il y a tous des problèmes existants, donc problématiques sociales, dénutrition, isolement, pas d'aidants, etc. Donc le patient parfait qui stresse le cancérologue. Et puis voilà, il y a un traitement qui est prescrit par l'oncologue. Il se trouve que c'est un traitement par voie orale que le patient va donc prendre à son domicile. Donc là, je prends... Alors, je ne sais pas comment je bouge le truc, dis-moi, on va voir la technique. Je vais prendre ma casquette d'oncologue, donc... Bon, je sais pas la bonne couleur du cheveu, ça pose pas bien en copelle, hein, tu vois, tu m'as mis brune, là, ça va pas du tout. Bon, bref. Donc moi, il arrive dans mon bureau de consultation, je lui prescris son traitement, et mon rôle, évidemment, c'est la consultation. Donc moi, je suis là-haut, mais je sais pas comment marche mon pointeur, mais vous m'avez tous reconnu, c'est sûr. Donc le patient, il est là, je lui prescris son traitement, et mon rôle, c'est la mise en place du traitement, l'explication, l'annonce, on en a parlé, la mise en place du traitement et son suivi. Et avec ça, le patient il va rentrer chez lui, et en fait son traitement il va le vivre à domicile. Et ça c'est vrai pour les traitements oraux, mais c'est aussi vrai pour les traitements intraveineux, ce sont des traitements ambulatoires, les patients ils ne restent pas durant 6 mois dans leur traitement à la clinique. Donc en fait les problématiques qu'il va rencontrer, elles vont être diverses, chez ce patient-là très diverses, et autour de lui, là, il y a beaucoup de professionnels de santé, des médecins généralistes, des infirmiers, des pharmaciens, des acteurs du pôle médico-social, etc. Et ce patient-là, il va se tourner vers tous ces gens-là, il va leur poser plein de questions, et je fais quoi, et on m'a dit ça, etc. Et il est clair, on l'a bien dit précédemment, que toute rupture dans la façon de présenter les choses aux patients peut être problématique, et parfois très problématique. Et pour qu'il n'y ait pas de rupture, il faut qu'on ait toutes ces informations. Donc pour que ça marche, il faut que l'info, elle circule, elle soit fluide, elle circule, et elle circule dans les deux sens. Et ça, c'est vraiment un défi pour tout le monde, je pense. Alors après, comment on fait une fois qu'on a dit ça? On peut s'appuyer sur pas mal d'outils, et avec le temps, c'est appuyer sur pas mal d'outils. Moi, j'aurais tendance à dire, il y a des outils qui sont techniques, et là, vraiment, il y a toute la place du DCC, donc OPL, de tout ce que ça nous a apporté, c'est-à-dire, on en a parlé, hein, une fiche RCP qui doit arriver très vite au médecin généraliste pour qu'il ait l'information du traitement et qu'il puisse dire, ben voilà, vous allez avoir ça, ça, ça. Je pense que cette fiche RCP, ça doit être aussi un PPS qui doit arriver très vite au médecin traitant aussi, parce que c'est bien qu'il puisse dire au patient, vous allez avoir de la chimio, mais il doit pouvoir lui dire, bah oui, vous allez avoir telle chimio, ça donne tel effet secondaire, ça rassure le patient de savoir tout ça. Donc ça, le médecin traitant, il en a besoin, il y a un gros travail là-dessus. Et il y a un travail qui s'initie au sein de l'OPS sur le PPS, donc
on en a parlé, avec des outils techniques qu'il faut utiliser, parce qu'ils existent et ils sont importants à utiliser. Et donc ça, c'est, voilà, il y a des fiches Medit qui ont été créées, donc il y a beaucoup d'outils au niveau de COPEP qu'on peut utiliser pour transmettre l'information, mais des outils, c'est des outils, et moi je pense qu'il y a aussi une part très importante, c'est l'humain. Et de transmission d'informations, ça se passe aussi par l'humain, parce que ça a ses limites, les outils. Et c'est vrai qu'à Saint-Nazaire, nous, on a vraiment le rôle pivot d'infirmière de coordination. La place de l'humain, elle est indispensable. On ne peut pas la remplacer par un outil technique. On peut s'appuyer sur des outils techniques, mais il faut un humain. Donc voilà, je laisse la place à Isabelle pour la suite. Merci Catherine. Donc effectivement, nous en tant qu'infirmières coordinatrices, nous avons cette chance d'être dans le parcours du patient, à la fois déjà dans un premier temps pour faire la consultation d'annonce, en l'occurrence pour la thérapie ciblée pour ce patient. Donc on va faire une consultation d'annonce après la consultation avec l'oncologue. On va se détacher juste après pour permettre au patient de voir avec lui comment il a perçu la consultation, ce qu'il a entendu, ce qu'il a retenu, ce qui est simple, ce qui est compliqué pour lui. On va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça. On va revoir avec lui les modalités de prise de son traitement, comment gérer au mieux les effets secondaires. Donc on va s'appuyer nous aussi sur les documents que l'on peut avoir à notre disposition, soit sous le biais des fiches Medit, soit sous forme de livret. On a aussi la chance d'avoir des échantillons de produits qu'on peut donner à disposition pour le patient. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est voir un petit peu toute sa problématique. En l'occurrence, par exemple, pour ce patient, on voit qu'il y a des problèmes de dénutrition, qu'il est seul, isolé, donc on va essayer de voir comment on peut l'aider pour optimiser sa prise en charge ensuite à domicile. Donc par ce biais-là, eh bien, l'humain va se poursuivre parce que nous allons nous mettre en relation avec les différents professionnels du domicile qui peuvent graviter autour du patient. Donc à savoir soit se mettre en relation avec les infirmiers libéraux, s'il y a besoin d'une intervention X ou Y pour l'aider sur la prise du médicament, sur d'autres soins. Le médecin généraliste, systématiquement, nous faisons parvenir un courrier de nous, les IDEC, au médecin généraliste avec la fiche Medit en l'occurrence, et lui dire que nous sommes dans la prise en charge du patient et que s'il a besoin, il peut revenir vers nous pour une aide. Alors ça peut être pour la mise en place d'une nutrition parentérale par exemple, ou d'une hydratation ou d'antiémétiques, peu importe. Nous on est là pour pouvoir coordonner tout ça avec les libéraux à domicile. On va se mettre aussi en relation avec les pharmaciens de ville pour leur faire parvenir soit les ordonnances en amont si le patient n'est pas en capacité de se déplacer à son officine, de façon à ce qu'il ait son traitement le plus rapidement possible, leur faire parvenir aussi la fiche Medit professionnelle pour qu'ils aient l'information en temps et en heure. On va bien évidemment être là pour le patient pendant toute la période de son traitement. Nous avons opté, nous, sur Saint-Nazaire, pour faire un suivi téléphonique une fois par semaine, les 2 à 3 premiers mois de son traitement par voie orale, où nous allons effectivement revoir avec lui, lors de ses appels, s'il a des difficultés particulières, si on doit réajuster des choses sur la prise du traitement ou sur la gestion de ses effets secondaires. Et parfois, il arrive que nous ayons des retours des infirmiers libéraux qui nous appellent en disant tu suis ce patient-là, il se passe ça, il se passe ça. Et avec la collaboration des oncologues, eh bien, on peut mettre en place des choses à la maison. Voilà un petit peu notre rôle. Alors, après, il y a toute la coordination des soins à domicile et ce partenariat. Moi, ça fait 17 ans que je suis sur ce poste-là. J'ai la prétention de dire que je connais quasiment tous les infirmiers du secteur avec lequel on travaille. On a un rapport de confiance les uns avec les autres. Ils savent qu'ils peuvent compter sur nous s'ils ont besoin d'informations, comme moi je sais que je peux compter sur eux la plupart du temps, sauf quand ils ont une charge de travail débordante, tout le monde est débordé. Mais on sait que s'il y a besoin de mettre une hydratation en place aujourd'hui pour aujourd'hui, ça va être fait. Tout le monde va être lié, en lien, et tout le monde va se démener pour que le patient puisse avoir un traitement optimal le plus rapidement possible et que son traitement se passe au mieux. Bien sûr, on est aussi en collaboration avec tous les professionnels internes, à savoir l'assistante sociale, la psychologue. On propose toutes ces aides aux patients, tous ces soins de support aux patients lorsqu'on les rencontre ou lorsque nous les envoyons au téléphone. On essaye
au mieux, que tout le monde soit là pour le patient et que ça se passe au mieux. C'est à moi le mauvais rôle de vous dire les aspérités de la réalité. J'ai pas la chance de vous connaître, et effectivement, la coordination, c'est formidable quand ça fonctionne. Je travaille en structure coordonnée, j'ai la chance de travailler avec un pharmacien et une infirmière dans une maison de santé pluripro, donc je sais ce que c'est que le soin coordonné, et le bénéfice que ça apporte aux patients, et ça c'est formidable. Le PS, le projet de soins, ça c'est formidable. Quand on arrive au domicile du patient, il n'est pas encore informatisé, mais on a un pavé à lire, et ça nous apporte déjà beaucoup de choses. En identifiant là où je suis dans le 49, qui fait quoi, quelle est la personne relais, et les fiches médiques derrière, des effets secondaires. Effectivement, comme vous l'avez rappelé, souvent on est sollicité, nous, en tant que médecins, pour poursuivre un peu les effets secondaires qu'on arrive à gérer, des événements intercurrents, voire certaines fois un dérapage rapide et une anxiété familiale. Le patient vient de rentrer, puis ça va pas, on ne va pas pouvoir le garder à domicile, et il faut tout de suite une réponse du gynécologue, de l'infirmière coordinatrice. Il faut un numéro, ou au moins, dans un second temps, dès le retour au cabinet, pouvoir avoir une réponse dans la journée à apporter à la famille, qui est en ébullition, puisque là, la première prise en charge dérape un peu. Donc voilà pour les aspérités que je voulais vous présenter, mais d'un autre côté, l'appréciation d'avoir le plan personnalisé de soins, les fiches des fins indésirables, ça c'est formidable, c'est une grosse avancée pour nous, un soutien effectivement. Merci. En fait, nous, le vécu, j'aurais bien aimé vous connaître avant, et moi, en fait, j'ai pas cette chance d'avoir quelqu'un comme vous dans mon environnement. En bien même, je suis aussi en exercice coordonné, MSP et CPTS, puisqu'on en est aux acronymes aujourd'hui, il y a beaucoup d'acronymes à passer. Moi, il faut savoir que tout ce que vous mettez en place, tout ce qui a été annoncé depuis le début de l'après-midi, etc., c'est une coordination fléchée qui réassure les professionnels eux-mêmes et le patient, on l'a vu tout à l'heure sur l'exemple qui est donné, puisqu'il est tout à fait parlant, du fait que si on a le même discours sur les pathologies qui est annoncé comme grave, et le patient, quand il rentre à son domicile, cancer égale mort. Grosso modo, pour lui, c'est la même chose. Et quand il rentre à son domicile, il est, pour dire, totalement fracassé. Et quand bien même chaque personne a bien rempli son rôle, a bien lu la fiche, a utilisé les bons mots, et n'a pas essayé de percuter le patient, lui, cancer égale mort. Et quand il est chez lui, il y a deux aspects qui sont assez difficiles à retenir, qu'il soit vieux, jeune, peu importe. La vraie difficulté pour lui, c'est finalement de se dire j'ai ces pathologies, j'ai ce diagnostic qui m'a été donné, comment moi, à mon tour, je me l'annonce à moi-même avec toutes ces périodes de déni, et comment je l'accepte, mais finalement, comment je l'annonce à ma famille. Bon, ce monsieur est seul, ça simplifie un peu la vie, mais comment finalement je vais aussi le vivre avec ma famille. Et la vraie difficulté des patients, finalement, c'est de se dire je suis identifié comme quelqu'un de malade, comme une charge potentielle, comme quelqu'un qui va peut-être mourir, quand on est totalement jeune, avec des enfants, ados, ou peu importe. Et la vraie difficulté, en fait, de la gestion au domicile, pour les infirmiers libéraux, au-delà de cette coordination pluripro, et globalement, je vous rejoins, ça se passe pour le dire très très bien, c'est ce sujet de gestion du patient dans son quotidien, avec cette épée Damoclès qu'il a en permanence au-dessus de la tête, quand il revient de ses séances de rayon, quand il revient de ses chimios, quand il revient d'un changement de traitement ou autre. Et c'est finalement ces dates qu'il inscrit bien souvent précieusement dans un petit papier, dans un petit carnet que nous on suit, avec ses scanners, avec ses dates d'examen qui vont lui donner aussi en fait une perspective dans un calendrier. Et en fait, il y a même des patients qui nous disent on est en octobre, on est en novembre, on est en décembre, j'ai un examen en mars. Ça veut dire que quelque part en mars, on croit encore en moi jusque-là, et c'est quelque chose qui peut être paru comme positif. À domicile, nous, notre vraie difficulté, c'est que, comme le patient, quand il arrive, il s'est pris un vrai coup de bambou, dans les premiers temps de l'annonce, en fait, il est absolument totalement perdu, et il y a, pour dire combien même il y a l'adhésion résignée à son traitement, la vraie difficulté du patient lui-même, c'est cet environnement familial, cet environnement qu'il a au quotidien. Il y a quelqu'un qu'on a oublié qui est absolument essentiel et qui est peu ou pas concerné par ce niveau d'information. C'est ce que peut être l'aide ménagère, c'est ce que peut être le médico-social. Et je pense qu'on est, tout ce qu'on est professionnel, tout le boulot qu'on peut bien faire, ces personnes au domicile du patient, il faudrait qu'il y ait un niveau d'information quand même qui soit assez fin,
non pas pour rentrer dans des choses qui soient liées au secret professionnel, mais des choses qui sont assez fines sur l'évolution potentielle du patient et quel peut être aussi ses sauts d'humeur, sa compréhension de sa maladie, parce que le niveau d'information finalement étant totalement différent, notamment chez les personnes âgées, l'accompagnement il se fait aussi avec ces aides à domicile, et quand elles ont un niveau d'information pour dire proche du néant, mais c'est là où le patient trébuche un peu, où il se perd, où il a peur, où il ne sait pas trop comment naviguer. Pour la coordination avec les autres professionnels, en fait, c'est globalement assez fluide, en effet, il y a eu beaucoup d'améliorations. Quand bien même ce lien vie-hôpital, il n'est pas encore assez fin pour moi. À Saint-Nazaire, c'est l'idéal, en effet, il y a une vraie collaboration. J'ai beaucoup de collègues qui me font des retours absolument précieux sur cette organisation qui est optimum. Mais ce lien vie-hôpital, il existe quand même assez peu. Moi, je suis en Mayenne. J'ai pas la sensation qu'il y a eu une vraie amélioration depuis ces 3-4 dernières années. Il y a vraiment un gap de passé, j'ai envie de dire, entre 2007, 2008, 2009 jusqu'à 2015. Il y a eu beaucoup de choses nouvelles pour nous. Les traitements, les effets secondaires qu'avaient les patients. On a eu ces dossiers qui arrivaient au domicile qu'on n'avait pas avant. Et là, je trouve qu'on patine un petit peu depuis 3-4 ans, je parle pour mon cas, sur ces sujets de lien ville-hôpital vraiment fins. Moi, j'aimerais qu'on puisse participer à certaines RCP pour aussi donner notre point de vue de l'adhésion du patient à son traitement. Parce que parfois, quand c'est un traitement oral notamment, est-ce que je le prends? Je ne le prends pas. Après tout, c'est qu'un médicament, je le dis à personne, je le mets dans ma poubelle. Bon, voilà, il y a des choses, en fait, quand on voit les coûts, quand on voit l'impact d'un oubli de médicament. Donc tout ça, en fait, c'est à prendre en compte. Et je pense qu'on pourrait avoir des informations précieuses à apporter, notamment en termes de décision médicale, si on pouvait participer vers ça. Le pharmacien dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Bah écoutez, moi je suis un peu avec Saint-Nazaire, c'est quand même particulier. Tellement bien organisé, et puis depuis longtemps, parce que j'avais participé à l'époque à la mise en place de toute cette coordination. Mais c'est vrai qu'ailleurs, dans le département même, malheureusement, et dans d'autres régions, d'autres secteurs de la région, bah, c'est quand même pas tout à fait le cas, il faut le dire, faut être réaliste. Et donc, nous, en tant que pharmacien, quand on voit arriver la personne avec, allez, pas une dizaine d'ordonnances, mais 4-5 ordonnances, elle arrive du centre d'expertise et elle arrive, elle pose ça, et puis elle nous dit rien, et bah, on découvre qu'elle a une chimio, etc. Donc c'est la chimie orale. Donc là, on est quand même là, déjà on prend un petit temps de recul et puis on sait qu'il va falloir discuter. Parce que, en fait, le cas de cette personne qui est célibataire, effectivement, là pour le coup, on crée du lien social, clairement, parce que les gens viennent nous voir régulièrement, même pour des petits sites qui sont anodins, ils préfèrent quand même discuter avec nous. Donc effectivement, nous on aimerait en tant que pharmacien, avant que la personne arrive avec en nous présentant son traitement et tous les effets derrière qu'on imagine déjà, avec qu'on a connaissance avec les fiches de l'homédite qui sont très bien faites. Alors la fiche pour le patient et la fiche pour le professionnel. Bah, il faut quand même, on aimerait bien avoir une information au préalable, ce que vous faites sur Saint-Nazaire. Donc ça c'est quelque chose, un gros chantier, c'est vrai. Et puis, alors ça commence à se faire puisque bah, il y a je sais pas si je peux dire l'IPACTO qui est une expérimentation, une PREPS, un projet de recherche où les pharmaciens sont directement sollicités avec évidemment une information préalable, des entretiens de suivi et d'accompagnement du patient. Alors ça c'est tout à fait ce qu'on peut proposer à ce monsieur tout au cours de son traitement. Et donc là, tous ces entretiens sont collectés, on a accès au DCC. Et donc, voilà, donc on a là, pour le coup, on a une vraie coordination dans l'IPACTO, donc à peu près une centaine, je crois, je me suis informé, à peu près une centaine de patients qui ont été intégrés dans l'IPACTO pour l'instant. Et donc ça, c'est vraiment une avancée. Alors, pour le rôle du pharmacien, on peut lui proposer, pour ce qui est des chimiothérapies orales, qui sont, alors, comme vous le savez, de plus en plus nombreuses. C'est-à-dire que
il y a une vraie explosion de ces chimios orales. Et en fait, ces chimios orales, c'est une boîte comme tu disais, c'est une boîte, je dirais, presque anodine de médicaments, de comprimés. Le côté anodin est positif, puisque finalement, ça permet de ne pas trop somatiser quelque part sur la prise du médicament. Mais d'un autre côté, on peut vite aussi l'oublier. C'est-à-dire que c'est tellement banal que finalement, ah bah oui, ce matin, c'est vrai que je n'ai pas pris... Enfin voilà, donc notre rôle aussi, c'est d'assurer l'observance, bien évidemment, l'acquisition par le patient, l'intégration par le patient, que cette prise régulière est un facteur extrêmement important d'optimisation en fait, de sa guérison, en fait, de l'efficacité du traitement, puisque ce sont quand même des traitements extrêmement sophistiqués, même si la banalité de comprimer fait que c'est voilà. En tout cas, notre rôle par rapport à ce monsieur, c'est d'abord parler avec lui. Effectivement, c'est l'humain, comme tu le disais. Et voilà, donc et de l'accompagner surtout et de plus en plus sur les effets indésirables. Parce que, effectivement, s'il n'y a personne, aller chez elle, et puis si son traitement lui provoque des nausées, elle va être tentée, parce que le soir, elle a un repas de famille, etc. Ça va tenter de ne pas le prendre. Hein. Bon, ça, c'est très clair. Donc il y a plein d'aspects comme ça qui font qu'on est sollicité en permanence, et on aimerait avoir une communication beaucoup plus simple avec les centres experts. Donc voilà, donc une information préalable, et au cours du traitement avoir une information facilitée, avec aussi les autres, le médecin traitant, l'infirmière à domicile, les infirmiers, l'entourage aussi, extrêmement important. Voilà, donc on est souvent le pharmacien est un petit peu au centre un petit peu de tout ça, puisqu'il est quand même sa facilité d'accès, les gens viennent nous voir très facilement. Et donc voilà, donc c'est de gérer tous ces aspects négatifs en fait. Malheureusement, quand ils viennent nous voir, c'est souvent parce qu'il y a un côté négatif. Voilà. Donc on leur dit est-ce que vous avez appelé l'infirmière référente, etc. Oui, mais j'ai pas pu la voir, elle n'était pas disponible, c'est le week-end. Non, mais c'est. Voilà. Donc, oui. Donc, on essaye, tant bien que mal, souvent, de répondre à leurs attentes. Et en général, voilà, c'est une coordination de tous les instants. Et je le répète, c'est une véritable. Voilà, la chimie orale. Bien heureusement, se développe à une vitesse, on est même nous étonnés. Alors ça demande aussi une technicité, aussi au niveau du message à faire passer, parce qu'il y a des prises particulières avec des heures, voilà, donc c'est voilà. Juste pour aller dans le sens de ce que dit Alain Guillemot sur enfin deux choses. La fluidifier l'information, ça c'est le sujet d'actu depuis toujours. Alors, on a le DCC qui nous permet maintenant d'avoir un certain nombre d'informations. On parlait de la fiche RCP, on parlait du PPS pour certains établissements qui expérimentent le PPS dans le DCC. Juste pour rappeler que dans le DCC, on a la possibilité de flécher les professionnels du patient, et dans ces professionnels, bien entendu, noter le pharmacien. Alors, on peut avoir quelques difficultés parce que autant le patient il identifie facilement son médecin traitant parce qu'il y en a un, il va dire le nom du médecin, ça c'est facile, autant le pharmacien, nous, pour pouvoir être dans la zone de confiance du DCC du numérique, il faut qu'on ait un nom, et du coup c'est difficile quand le patient dit moi je vais voir mon pharmacien qui est au but. On arrive, mais après on peut le faire en rétroactif, c'est ce qu'on fait dans les pactos, et ce qui permet aussi aux pharmaciens de ville d'être destinataire de la fiche RCP ou du PPS quand le PPS est fait dans le DCC. Ça c'est quelque chose, alors pour le moment le PPS c'est encore dans quelques centres et on n'est pas encore arrivé à couvrir toute la région, mais normalement Saint-Nazaire, Le Mans, on en parlait ce matin aussi en Vendée, il va y avoir des établissements pilotes, donc ça va commencer à venir. Et puis l'autre chose aussi sur un outil qu'on avait déployé au niveau de l'Oncopec il y a quelques années, qu'on vous avait présenté, c'est la méthodologie communication, donc ces petites formations à base de, comme le disait Clémence tout à l'heure, à la boîte à outils communication, avec un mix entre
la pédagogie classique et de la simulation. On avait développé à ce moment-là une vraie demande des pharmaciens de ville du 49, donc avec qui on avait travaillé, puis on avait démarré avec vous sur le RPS pharmacien et quelques établissements, quelques pharmacies. Malheureusement, ça s'est trouvé en plein pendant la phase Covid. Alors, hormis le fait que c'était fait pour être en présentiel, donc c'est difficile à ce moment-là, et puis surtout que vous étiez assez débordé à cette époque, on a quand même réussi à le faire en visio avec une ou deux pharmacies. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on peut continuer à développer. Et puis, je retiens aussi ce que disait David Guillet sur tout l'entourage autour des patients, qui ne sont pas des professionnels de soins, mais qui ont besoin d'avoir un minimum d'informations sur le parcours de vie du patient et qu'on doit comprendre aussi. Ça, c'est des choses auxquelles on doit, nous, le réseau, on peut se positionner pour apporter une aide, pour des outils par rapport à ça. Tout à fait, ce que je voulais rebondir quand j'ai entendu, effectivement, il n'est pas normal, effectivement, en tant que médecin traitant, il faut que quelqu'un, à un moment, prenne le leadership. J'ai entendu parler des IPA, des IPEC. À un moment, quand on sent une souffrance dans l'équipe traitante et dans les soignants, et par expérience, il faut prendre un temps de concertation. Ça s'appelle comme ça maintenant, mais à l'époque, on le faisait. On voyait tout le personnel. Donc, quand on allait dans les structures d'hébergement pour personnes âgées, il fallait voir, et il faut, je pense, quand on voit qu'il y a une décision prise, l'expliquer à l'infirmier, mais également à l'aide ménagère, à tout l'entourage, les aidants, pour bien s'assurer qu'ils ont compris le bénéfice de ce qu'on a mis en place, leur expliquer pourquoi, est-ce que ça va donner. S'il y a le moindre doute, eh ben, le soignant va être en souffrance, ou l'aide ménagère, vous allez le tuer, vous avez mis des morphines, mais vous voulez le tuer, c'est fini. Non, c'est parce qu'il est douloureux, puis on va l'arrêter. Il faut expliquer à chacun, selon ses connaissances, ses compétences, ce qui va se passer. Et ça, c'est très important. Vous avez structuré, effectivement, vous, en tant que réseau spécialiste, des informations qu'on peut tous aller chercher, mais à un moment, quand la situation commence à déraper, il faut que quelqu'un se prenne. Ça peut être le pharmacien, souvent c'est le médecin. Et si ce médecin ne fait pas l'effort d'attraper l'équipe, d'appeler l'infirmier, voir les soignants, l'aide ménagère en disant bon, ça va être ça comme pendant un mois, il faut s'accrocher et on va y arriver. C'est un travail d'équipe, comme une équipe de basket qui se prend 4 paniers d'affilée, réunion, temps mort, et on redémarre, et on arrive. Oui, juste pour une grosse problématique, c'est quand la chimio se fait en milieu hospitalier. On n'est pas du tout informé de la nature des médicaments qui sont administrés aux patients. Et donc ça nous pose un vrai problème par rapport aux autres médicaments que prend le patient, les autres comorbidités multiples et variées. Et donc ça, ce serait essentiel d'être informé de la nature de ces chimiothérapies pour qu'on puisse forcément évaluer l'impact. Je pense que ça, c'est une question vraiment très intéressante. Alors, il y a des choses qui se développent, hein, par exemple, en attendant que l'informatique soit opérationnelle. Par exemple, nous, à Saint-Nazaire, on avait des dossiers patients où des patients repartent du service de soins avec le PPS et dedans la nature du type de chimiothérapie et les effets secondaires. Donc ça peut être un moyen de communiquer. Moi, je me pose aussi la question du dossier médical pharmaceutique. Parce que c'est très intéressant ce que vous nous dites. Nous, on est dans l'idée vraiment de transmettre l'information. On ne la transmet pas encore assez, il faut la transmettre mieux, de façon structurée, plus vite, clairement. Mais comment est-ce qu'on peut travailler aussi pour que l'information du terrain, elle revienne vers nous? La place des CPTS, enfin voilà, moi ça m'intéresse de savoir comment on peut faire revenir l'information aussi vers nous. Oui, mais... Vous avez raison, en fait, on parle tout le temps du lien hôpital-ville ou ville-hôpital, mais je crois que c'est un cercle vertueux. Et vous avez raison, c'est pas l'hôpital qui doit faire la bonne transmission en messagerie sécurisée, en temps et en heure, et que finalement, quand les choses se passent bien en ville, vous entendez parler de rien, c'est rassurant de se dire que ça se passe bien. Mais en fait, on est là jusqu'au grenier quand ça se passe mal. Mais c'est vrai, hein, vous avez raison de le dire. Moi, je pense qu'il y a un métier qui a été présenté tout à l'heure, il me semble, qui s'appelle IPA, qui est absolument essentiel dans ce parcours et dans ce lien ville-hôpital. Parce que quand les CBTS, encore un acronyme, Communauté professionnelle territoriale de santé, pour faire simple, grosso modo, chaque département sera divisé en 6-8 zones. Et pour l'hôpital, ce sera facile de s'adresser à la zone 1, 2 ou 3, et on sait que le patient géolocalisé dans la zone 2, il y a en effet un médecin traitant et ça et ça. Le vrai pouvoir et le vrai avantage des IPA, par exemple, sur ces sujets d'emploi mixte en plus,
un mi-temps entre la ville et un mi-temps à l'hôpital, c'est la clé. Pourquoi c'est la clé? Parce qu'en fait, il y aura un pied en ville, avec ce qu'expliquait tout à l'heure le docteur Simon, c'est de se dire, oui, il participe au RCP en ville, avec les difficultés professionnelles, avec les remontées de ce que peuvent lui faire l'infirmière libérale, le pharmacien et les PAE à l'échelle patient. Et en même temps, il participe aussi au temps d'échange, pourquoi pas à la chimio, pourquoi pas à des temps où le patient est dans la structure elle-même. Et en fait, c'est ça aussi la clé qui pense qu'il fera pour moi le meilleur lien. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, le patient que vous voyez, et comme nous, chacun, on voit comme un patient 1, ben finalement, moi, infirmier libéral, dans ma matinée, j'en ai 30. Et en fait, le temps dédié à ce patient, il n'est jamais assez suffisant. Quand bien même on sait que demain, 99% des soins se feront à domicile, puisque l'hôpital va reprendre sa lettre de noblesse pour faire des soins de haute technicité, et que le lieu de soins sera le domicile, on parle même vraiment, on parle de chirurgie ambulatoire à domicile d'ici à 20 ans. Donc on est dans des choses complètement dingues. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que l'hôpital, au jour d'aujourd'hui, il faut qu'il reprenne cette lettre de noblesse, et vous êtes des services à la pointe qui pourront de toute façon jamais être remplacés à domicile. Par contre, vous avez raison sur cette remontée d'information qui n'existe pas ou peu, sauf quand ça va mal. Et moi je pense que quand j'expliquais RCP tout à l'heure, c'était ces temps, peut-être que mensuel, mais parfois ça doit prendre 5-7 minutes, où en effet on se connecte, il y a des moyens modernes, il y a de la visio, il y a des moyens de santé pluripro, il y a tout ça. On n'est pas obligé de tous se connecter tout le temps en même temps, mais le médecin traitant qui est le professionnel de santé référent, qui est garant finalement du bon usage de l'ensemble des dispositifs qui sont utilisés, que ce soit médicalement, ordonnance à deux, il pourrait avoir cette remontée d'informations en étant concentrateur finalement de l'ensemble des infos qui lui sont montées, et d'avoir ce temps d'échange avec vous sur une visio, sur des temps dédiés. Mais ça, est-ce que pour la ville, vous le faites sur votre temps de travail? C'est quelque chose qui finalement participe au fonctionnement de votre activité, c'est rémunéré. Et le médecin traitant qui le fait entre midi et 2, parce que c'est un temps où il a une prise d'information, au jour d'aujourd'hui, c'est pas fléché. Et quand on parle des parcours patients qui font tant peur aux professionnels, parce que ces enveloppes parcours, ça veut dire la fin du libéral, mais je pense que pour certains, c'est la fin de la liberté plutôt que du libéral, c'est de se dire que le temps de partage, le fléchage financier de ces parcours patients, il est essentiel parce que quand vous avez un parcours financé, l'ensemble des professionnels qui interviennent sont identifiés. Et le gros avantage des parcours patients financiers, avec l'IBA dans son rôle, c'est justement qu'il y a une part intégrée du médecin traitant, de l'infirmière, de l'oncologue, dans ce parcours financier, où chacun finalement est identifié et participe à une information collective, fluide, au service du patient. Et enfin, j'ai envie de dire, votre schéma aurait dû mettre ce petit patient au cœur plutôt que de le mettre autour, c'est le seul défaut, sinon les dessins sont parfaits. En fait, c'est vraiment le patient au cœur, et on l'a vu tout à l'heure avec les patients experts, ça nous bouscule aussi ça. Que parfois les patients ont même plus d'informations sur ce qu'ils ont que nous-mêmes professionnels de santé, parce qu'ils ont fait des recherches, parce qu'il y a les moyens numériques, parce que, bon, voilà, en fait, et je pense que vous avez raison sur cette fluidité ascendante, qui forcément n'est pas assez fluide pour vous, et là je vous rejoins totalement. Juste, peut-être... on n'a pas fait le théâtre, on a essayé quand même des dynamiques. Mais par contre, on va peut-être écouter la salle, les spectateurs ont peut-être des choses à dire, et peut-être des questions pour... je sais pas, on intervient. Ah oui. Alors, y a-t-il des questions dans la salle pour nos acteurs, avant qu'ils vous saluent bien bas? Oui. Philippe. Oui, là, pour revenir sur le rôle de l'IDEC, comme on dit, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de financement. Nous, on a eu un financement qui a été fait à partir du plan cancer. Et 2, c'est bien d'avoir plein d'outils, mais la relation humaine est importante. Et ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'elle participe aussi à la formation, parce que nous avons des infirmiers libéraux qui étaient en association. Et donc, en association, elle participe régulièrement à la formation des infirmières. Et l'avantage, moi, quand j'ai un souci, on l'appelle et elle connaît le nom du pharmacien à peu près. On n'a pas besoin de géolocalisation. Elle est capable de vous dire le nom du médecin traitant, du pharmacien et de l'infirmier qui est autour. Non, mais c'est vrai que c'est aussi important de connaître les personnes. On pourra avoir la meilleure informatisation tant qu'on n'aura pas une personne humaine qui soit en capacité d'appuyer sur les boutons ou de répondre au téléphone, ça ne fonctionnera pas. Donc le plus important, c'est déjà de réfléchir
avant de mettre en place. Alors là, on a des beaux outils, et c'est vrai qu'on a des outils, mais il faut maintenant qu'on arrive à réfléchir pour pouvoir dégager des temps humains qui, malheureusement, n'a pas d'activité reconnue. Je vous rejoins, mais juste 30 secondes. Mais en fait, pour le patient, je pense que tout ce qu'on a évoqué là aujourd'hui et ce que vous allez évoquer demain, c'est quelque chose d'absolument illisible. Et je pense qu'on a tout intérêt à réfléchir à cette porte d'entrée unique qui peut être un vrai appui pour ce patient, c'est à qui je m'adresse et quand, et que ce soit très lisible. Parce que là, c'est identifié, c'est génial, et c'est en effet, les retours sont excellents, les infirmiers libéraux, ils ne verraient même pas faire autrement, mais le patient lui-même, à qui je peux m'adresser et quand. Et Alain a raison, souvent la facilité, c'est la pharmacie, c'est 8h, 20h, c'est ouvert, en plus docteur en pharmacie, la croix verte, elle est allumée gilet. Mais en fait, peut-être que la porte d'entrée n'est pas la bonne, parce que c'est une vraie question, hein, mais pour le patient, je pense qu'on a tout à réfléchir, nous, à ce sujet de guichet unique. Bah, pour ce qui nous concerne, c'est pas le monde des bisounours à Saint-Nazaire, hein, il y a aussi des problèmes, hein, il y a toujours des problèmes partout, et ça se saurait si c'était parfait. Mais effectivement, comme dit M. Bergerot, on a la chance d'avoir des infirmières, même si on a des heures. Hein, on est là du lundi au vendredi, 9h à 17h, on est souvent là de 9h à 19h, parce que justement on est là pour les patients, et on est là pour les libéraux. Moi, je n'ai pas que des retours de libéraux qui ont des problématiques. J'ai des libéraux qui m'appellent pour échanger sur justement le projet de soins du patient. Et c'est ça l'avantage aussi, que ce soit des infirmiers, que ce soit des pharmaciens. On a aussi des professionnels qui s'investissent fortement dans tout ça. Alors vous parliez tout à l'heure de la prise des médicaments. Effectivement, nous, on est là aussi pour écouter le patient, pour savoir comment il vit au quotidien, quelle est la meilleure méthode pour prendre son comprimé pour pas qu'il l'oublie, effectivement, et on le dirige toujours vers les autres professionnels de santé qui peuvent l'aider. On a un projet avec des pharmaciens là pour les investir dans la cancérologie, pour qu'ils soient là pour, après la consultation, oncologue, IDEC, ou infirmière d'annonce en chimiothérapie, qu'ils puissent être là pour reprendre les éléments avec eux, avec tous les documents qu'on va leur faire parvenir, avec les ordonnances. C'est vrai que quand moi je vois les patients en consultation, je leur donne des documents, mais je relis toujours les ordonnances avec eux, et je fais le point avec eux pour leur dire, voilà, ce médicament-là doit être pris à telle heure, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous y arriver ? Est-ce qu'on peut mettre une alarme sur votre téléphone ? Ça m'arrive de mettre des alarmes sur des téléphones. Est-ce que dans votre vie, plutôt le prendre au coucher ? Enfin, essayez de leur trouver des petites astuces. Et surtout leur dire que s'ils ont le moindre problème, qu'ils nous appellent. Et c'est vrai on reçoit 30 appels par jour, qui génèrent 2-3 appels pour régler le problème, mais on reçoit énormément d'appels. Et c'est vrai que l'humain, je pense que si tous les établissements avaient la chance d'avoir des postes comme nous, ça roulerait peut-être un peu mieux, peut-être, même si, je vous dis, c'est pas toujours l'idéal, parce que nous, il nous manque du temps, parce qu'il nous manque des outils, parce qu'il y a plein de choses qui pourraient être utiles. On parle d'outils informatiques, que les patients soient connectés, qui renseignent les éléments. Pourquoi pas ? Mais l'humain, avant tout, qu'il puisse joindre un numéro qui après va diriger, et c'est ce qu'il fait. Nous, on ne peut pas tout régler par téléphone, hein. On va se mettre en relation avec le médecin généraliste ou l'infirmière libérale, parce qu'on ne va pas pouvoir gérer par téléphone des problèmes cutanés, des choses comme ça. C'est ce que je voulais dire, je voulais rebondir sur ce que disait David, et vous venez de partager un peu mon avis, mais c'est très bien, vous êtes la solution effectivement exemplaire sur un territoire, vous avez réussi à la développer. Les outils numériques ne remplaceront pas effectivement l'humain. Le patient souvent nous voit en disant, vous avez pu avoir mon thérapeute, vous avez pu l'avoir au téléphone, vous avez pu communiquer. Le fait de communiquer en direct, ça rassure tout le monde, ça rassure surtout le patient. Les outils numériques sont une aide, une fiche navette par exemple, dont on peut savoir, être sûr qu'elle soit lue dans la journée. L'ICO sur Angers l'a fait, on appelle dans la journée, quelqu'un nous rappelle, le thérapeute du patient nous rappelle. Il faut simplifier parce qu'effectivement, vous êtes débordés. Et c'est pour ça qu'on s'appuie sur vous, puisque vous êtes présente, mais quand vous n'êtes pas existante ou répertoriée dans les structures, c'est un manque. Et l'humain, le contact du patient et du patient avec son thérapeute, c'est toujours très important. Donc moi, je vais vous présenter en effet la fin de vie à domicile et plus particulièrement la fin de vie en hospitalisation à domicile. Juste un point de repère de ce que ça représente pour l'activité des établissements d'hospitalisation à domicile au niveau national, c'est à peu près un quart de l'activité des HAD, la fin de vie à domicile.
En région, un peu plus, on est plutôt autour de 41% de l'activité des HAD. Et sur l'établissement que je dirige, donc à Nantes Région, c'est un gros quart avec, par exemple, pour l'année 2022, 700 personnes que nous avons accompagnées jusqu'au décès dans l'établissement de janvier à octobre. Quels sont les patients qui sont concernés pour finir leur jour en hôpital à domicile, ou plutôt pour finir leur jour chez eux avec l'aide de l'hôpital à domicile, parce que c'est plutôt comme ça que ça se présente. Ce sont les patients qui l'ont choisi. L'accord du patient, il est indispensable, et bien sûr l'accord de l'entourage si l'entourage existe. Donc, ce sont des patients qui en général ont besoin de soins plutôt techniques, des soins intenses, qui présentent des risques de décompensation ou des risques de transfert hospitalier. On va donc avoir des échanges très nombreux avec les établissements hospitaliers pour cette patientèle. On a des patients qui souffrent de cancer, mais pas que. On a des maladies neurodégénératives beaucoup, fréquentes, des personnes âgées polypathologiques. Enfin, les pathologies peuvent être très diversifiées. Le lieu de vie, on l'a évoqué déjà un peu plus tôt, hein, il est à entendre de façon très ouverte. Hein, c'est le domicile, mais pas seulement. C'est les établissements sociaux, médico-sociaux. Et puis, on est ouvert aussi à tout type de domicile. On intervient même parfois dans des caravanes, donc il faut s'entendre ça de façon très large. L'objectif, donc en HAD, dès lors, ça va être d'accompagner le patient le plus loin possible, jusqu'au bout s'il le souhaite, à domicile, en s'assurant de la meilleure qualité de vie possible. Et en fait, c'est ça qu'on va viser, c'est de préserver au maximum le confort, d'être dans le soulagement de la douleur physique, de la souffrance psychique, et d'accompagner également l'entourage dans ce travail-là. Donc on dit fin de vie, et il faut entendre vie, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur l'accompagnement de la qualité de vie jusqu'au bout. Alors, quelques principes qui régissent à peu près tous les HAD, même normalement tous les HAD. Donc, la continuité et la permanence des soins. Un soignant peut se déplacer jour et nuit au chevet du patient. Il y a une astreinte de coordination H24 dans tous les HAD. Et une astreinte médicale, de régulation médicale. Donc à Nantes, elle est H24 et 7 jours sur 7. Et dans le prochain régime d'autorisation qui sort et qui sera applicable à partir de 2023, elle deviendra obligatoire, sauf dérogation spécifique pour des tout petits établissements, mais elle deviendra obligatoire. L'équipe de coordination d'une HAD, médicale et soignante, elle est toujours salariée. Par contre, l'équipe qui intervient au chevet, elle est composée donc de salariés, mais aussi de libéraux, de tous les acteurs de santé de la ville. Et ça, c'est important de le dire. On va retrouver donc, ce que les collègues là viennent d'évoquer tout à l'heure, donc avec une coordination forte entre les différents intervenants. À Nantes, nous, on travaille pour 80% aujourd'hui avec des infirmiers libéraux, mais aussi on a une équipe salariée avec des infirmiers qui sont spécialisés sur des domaines d'expertise particuliers, les soins palliatifs, la douleur, les plaies, des thématiques particulières. Et puis on travaille plus largement avec tous les acteurs de santé de la ville, et là aussi on parle d'acteurs de santé. Et on va intégrer dedans même les acteurs du maintien à domicile, les acteurs sociaux, qui sont extrêmement importants dans la prise en charge. Voilà, donc juste une petite image pour vous dire que donc, le partenariat il est très important dans tous les sens, avec les établissements sanitaires, avec les établissements sociaux, médico-sociaux, avec les partenaires du maintien à domicile, tout ce qui est services de santé, autonomie à venir, et puis bien sûr avec les acteurs de la ville. Donc là, il n'y a pas plein d'autres acteurs importants, notamment les kinés, les diététiciens, tous ces acteurs qui interviennent. Principe aussi commun à tous les HAD, on propose un soutien psychosocial donc, aux patients, mais aussi aux aidants, parfois et ou. Hein. Et le circuit du médicament, donc selon les cas, il peut être pour le traitement de fond dispensé par les officines, c'est notre cas à Nantes, donc c'est l'officine habituelle du patient, et pour les médicaments de la réserve hospitalière par la pharmacie de l'hôpital, avec lequel on a passé une convention. Certains établissements d'HAD ont, eux, leur propre pharmacie à usage intérieur. Et puis on fournit le matériel et les dispositifs médicaux. Alors comment ça se passe, le parcours du patient en HAD? Tout d'abord, c'est une prescription médicale. Hein. Donc l'HAD, sa mission, c'est d'éviter l'hôpital au patient ou de raccourcir un séjour hospitalier. Donc la prescription, elle va émaner soit du médecin traitant, soit d'un médecin hospitalier qui va prescrire l'HAD au décours d'une consultation, donc le patient n'est pas encore hospitalisé, on va lui éviter ainsi l'hôpital. Et puis, elle peut aussi intervenir d'un médecin hospitalier en aval d'une hospitalisation.
Dès lors qu'il y a cette prescription médicale, ou en tout cas cette demande d'entrée en HAD, un infirmier de coordination, là aussi, va aller évaluer la situation du patient, donc soit à domicile, soit en établissement s'il est hospitalisé. Et on va évaluer quoi? On va évaluer les soins à réaliser pour ajuster au mieux donc, les dispositifs, et aussi le plan d'aide pour sécuriser le maintien à domicile en fonction de la situation du patient. Donc le projet thérapeutique il est concerté entre médecins traitants, praticiens d'HAD et médecins spécialisés, et ensuite, lors de l'admission du patient, c'est encore la coordination qui va mettre en place donc, tout le projet de soins avec l'intervention des différents professionnels de santé qui sont nécessaires pour réaliser les soins, la mise en place des aides matérielles et la mise en place du plan d'aide. Les soins médicaux en HAD sont la prise en charge principalement évidemment des symptômes de fin de vie. Donc j'ai parlé tout à l'heure de la lutte contre la douleur physique, donc on travaille beaucoup avec des traitements antalgiques qui sont ajustés avec une fréquence qui va en s'intensifiant au fur et à mesure de la dégradation de l'état de santé du patient. Donc on lutte aussi contre la souffrance psychique, donc les angoisses, la dépression, les insomnies, les symptômes agoniques quand on avance dans la prise en charge, les symptômes digestifs. Les soins d'hygiène sont assurés par l'hôpital à domicile. Et tous ces soins donc, présentent un temps de chevet très important pour le patient bien sûr, mais aussi pour soutenir l'entourage en fonction de l'évolution de la prise en charge. On voit bien souvent l'entourage en début de prise en charge, il souhaite s'occuper de tout, il souhaite être présent pour le patient, et puis si ça dure un petit peu longtemps, eh bien, on va avoir besoin d'un peu plus de soutien de l'entourage parce qu'il fatigue, parce qu'il a parfois des obligations aussi, et parce qu'il y a un risque d'épuisement qui fragilise la prise en charge à domicile. Donc on est très attentif à ces signaux-là. Le soutien social, donc j'en ai parlé, donc c'est principalement axé sur la mise en place d'aide à la vie quotidienne. Donc quand on sort de l'hôpital, il faut savoir qui va remplir le frigo, qui va ouvrir la porte, comment vont se passer les nuits si le patient est tout seul à domicile, les gardes-malades qu'il faut éventuellement mettre en place. Le service social en HAD, il contribue aussi à l'ouverture de droits sociaux et à l'aide à la parentalité lorsque c'est les fins de vie de patients qui sont jeunes, parfois isolés, avec des enfants en bas âge. Soutien psychologique, je ne reviens pas, j'en ai parlé tout à l'heure. On fait aussi de la sophro. Il peut y avoir, selon les HAD, différents soins de support qui sont proposés. Et puis, aide aux aidants. On a à peu près tous, au niveau régional aussi, mis en place des groupes d'aide aux aidants, des groupes de parole. Et il y a également des soutiens qui sont proposés après le décès dans l'ensemble des établissements en HAD de la région. La coordination, elle est un fil rouge permanent en HAD, c'est particulièrement vrai pour la prise en charge des fins de vie, puisque ce sont des prises en charge qui demandent des réajustements très très fréquents, à la fois des soins médicaux, du plan de soins, puisque le patient se dégrade, il peut avoir des phases de stabilité, et puis une dégradation qui va s'accentuer bien sûr, et des ajustements permanents aussi du plan d'aide en fonction de l'évolution et du patient et de l'entourage. Ce sont aussi des patients qui ne sont pas forcément en continu à la maison. Il y a des allers-retours possibles à l'hôpital, alors soit pour des consultations spécialisées, soit pour des réhospitalisations temporaires s'il y a un problème aigu à résoudre ou une situation d'inconfort qu'on a du mal à maîtriser à la maison et qui nécessite un avis spécialisé. Il y a aussi des réhospitalisations de répit. Là, on va travailler plus avec les SSR ou les unités de soins palliatifs pour les situations médicales ou sociales complexes. Et ça va permettre à l'aidant de souffler un peu. Et puis enfin, il y a la situation qu'on a évoquée tout à l'heure, des concertations collégiales en cas de demande de sédation. Et là, la concertation médicale, elle va se faire avec le médecin spécialisé, le médecin traitant, qui reste le référent du patient en HAD, parfois les médecins des réseaux de soins palliatifs, qui sont aussi des soutiens importants pour les professionnels de l'HAD. Et donc, on va toujours être en lien les uns avec les autres. Alors, lien humain, c'est principalement ça qui reste la règle. On n'a pas, nous, d'accès au DCC non plus. On ouvre progressivement notre dossier patient informatisé, en tout cas à Nantes c'est le cas, aux professionnels de santé libéraux. Donc là il est maintenant ouvert aux infirmiers libéraux. On est en train de travailler pour l'ouvrir aux pharmaciens et puis prochainement donc aux médecins. On est sur ce partage d'informations pour rendre l'information finalement la plus fluide, accessible en temps réel le plus possible, puisqu'on voit que c'est la clé d'une prise en charge sécurisée. En conclusion,
La fin de vie en HAD, c'est vraiment un accompagnement donc, du patient, de son entourage, avec le souci permanent de laisser le patient dans une situation de confort et de lui permettre de profiter vraiment de son domicile et de son choix de vie jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire que parfois il n'y a pas des patients qui pensaient mourir à la maison, qui avaient envie de mourir à la maison et qui, quelques jours ou juste à la fin, finalement, changent d'avis parce que c'est trop inconfortable pour la famille ou le patient. Et dans ce cas-là, on a aussi des accords de réhospitalisation avec les services hospitaliers qui reprennent les patients. Donc on s'adapte. Et puis, c'est une coordination permanente, en effet, avec l'équipe de prise en charge du patient au sens large, hein, médicale, sociale, psychosociale, pour justement graduer les soins, s'adapter en permanence et accompagner au mieux cette fin de vie. Voilà, donc en conclusion, je dirais qu'on travaille vraiment bien tous ensemble, que c'est beau et que c'est difficile. Voilà, merci. Juste pour vous prévenir que sur le programme, on devait avoir une deuxième intervention, mais le docteur Bourgeois a eu un problème de train, donc il s'excuse auprès de vous, et il nous fera parvenir, il devait vous présenter juste parce que je l'ai vu, c'est un document, c'est une BD, hein, ils sont très... c'est plusieurs fois qu'il fait des documents de ce type-là, donc c'est une BD sur la fin de vie à domicile. Donc dès qu'on aura les documents, on les fera passer avec les diapositives.